Bon, merci Bernard pour l'invitation. Ça me fait un grand plaisir d'être ici. Et donc, la chose dont je vais parler un peu, c'est une série d'expériences que nous avons réalisées à Lyon. En collaboration, c'est surtout beaucoup le travail de thèse d'Antoine Beru. Et après, c'est une collaboration avec Rachelian Petrosian et Eric Lutz de l'Université de Nuremberg. Et donc, beaucoup des résultats que je vais vous raconter ont été publiés sous ces séries d'articles. Et là, bon, récemment, avec Lutz, on a fait cet article un peu de vulgarisation sur Physics Today à septembre. Donc, je vais reprendre un peu ce qu'on a, dans la partie introductive, je vais justement reprendre un peu ce qu'on a écrit dans ces derniers articles. Donc, les choses dont je voudrais vous parler, c'est une introduction historique au principe de Landauer, qui bon, n'est pas quelque chose qui est très très connu, au moins elle ne l'était pas pour moi. Et la question, c'était vraiment qu'on s'était posée en 2012 à peu près, c'est si on pouvait les réaliser. Je vous raconterai très rapidement les types d'expériences qu'on peut faire, l'analyse des données et la comparaison avec des résultats numériques. Et après, quelque chose que Bernard a traité récemment, c'est l'égalité de Jansky. Là, ça sera un peu la partie un peu plus technique, mais je pense qu'elle est intéressante parce que ça montre vraiment les liens très, très profonds qu'il y a entre la théorie de l'information et la thermodynamique stochastique. Alors, les principes de Landauer. Donc, ça remonte au fameux démon de Maxwell, que bon, tout le monde connaît de ses cours de thermodynamique. Et donc, l'idée, l'expérience idéale qu'avait pensé Maxwell, c'était de partir d'un gaz qui se trouve dans un réservoir. Et donc, il y a un être assez intelligent et rapide qui peut mesurer très rapidement la vitesse des molécules. Et en utilisant un portail, il peut séparer les molécules rapides des molécules lentes, et donc produisant comme ça une différence de température avec laquelle il peut faire du travail. Donc, c'est clair que là, ça pose un problème parce que vous êtes parti d'un réservoir qui était à l'origine à une seule température et vous avez pu faire du travail en ouverte violation avec les seconds principes. Alors, c'était une expérience qui a produit un débat très, très large. Et donc, il y a des contributions importantes au début du siècle, disons, du siècle dernier, entre 1900 et 1930. Et donc, la contribution très intéressante, c'était faite par Brillouin, Szilard, Landauer et Bennett. Et donc, l'idée de Szilard, c'était, je pense, avec Brillouin, étaient les premiers à penser justement que la question qui était posée par Maxwell pouvait être résolue en introduisant l'idée d'une connexion avec l'information. Alors, Bernard, je sais qu'il a déjà raconté ça, mais juste pour fixer les idées, je vais répéter l'idée de Szilard. Alors, l'idée est assez simple. Encore une fois, on part d'un seul réservoir, mais à ce point, on met une seule molécule, donc un gaz formé d'une seule molécule. Donc, il aura l'agitation thermique des molécules. Et donc, après, l'observateur externe, qu'est-ce qu'il fait? Il a la possibilité d'introduire une paroi à l'intérieur du réservoir. Et donc, la chose qu'il fait, évidemment, donc, il y a ces parois-là, sur lesquelles, après, il peut ajouter un poids, comme indiqué dans la figure. Donc, alors, les expérimentateurs regardent la position de la particule, et donc, si la particule est à la gauche, dans ces cas-là, du réservoir, il va introduire les poids aussi à la gauche du réservoir, donc la pression, et pourra déplacer ces pistons, et donc je peux faire du travail, encore une fois, en partant d'un réservoir qui à l'origine était une seule température.
Et la même chose, le contraire, évidemment, si la particule se trouve à la gauche, à la droite, je peux inverser et donc encore continuer à faire du travail en faisant aller-retour sur les systèmes. Donc, et les problèmes, c'est lesquels ici? Que justement, ils avaient été soulevés par Brillouin et Szilard, que je suis en train d'introduire de l'information dans les systèmes. C'est-à-dire, je suis en train de faire une mesure et donc de décider où se trouve la particule. Et donc, la question est, cela c'est une expérience idéale, et la question que je vais vous montrer aujourd'hui est qu'effectivement, les technologies modernes liées au traitement des petites particules, de moments browniens, ou le fait qu'on peut contrôler vraiment des tout petits systèmes, effectivement, nous permet de réaliser ces types de machines dans la réalité. Alors, je vais vous donner encore des exemples. Donc, un, c'était justement qui sont à l'opposé. Ça, c'était une expérience réalisée par les groupes des Sano au Japon. Et là, c'est notre expérience dont je vais parler un peu plus en détail. Alors, l'expérience de Toyabe et collaborateurs est vraiment les réalisations du démon de Maxwell. Il y a maintenant récemment, même sur les derniers Physica Review-Letters, il y a des articles très, très intéressants qui proposent d'autres systèmes de ces styles. Mais donc, prenons ça, c'est un exemple vraiment très, très simple et qui illustre bien ces connexions entre théorie de l'information, entre information et thermodynamique. Alors, l'idée est la suivante. Ça, c'est vraiment un diagramme, un schéma, l'expérience est un peu plus compliquée, mais ce n'est pas loin de ça. Imaginez donc d'avoir un escalier sous lequel il y a une particule. La particule est soumise au mouvement brownien, et donc, évidemment, en moyenne, elle va descendre au long des escaliers. Donc, vous pouvez les voir comme un potentiel incliné de ce style-là. Et donc, mais de temps en temps, il y aura des fluctuations qui vont faire que ces barrières ne sont pas très élevées. La particule, en réalité, à cause des fluctuations thermiques, peut remonter les potentiels. Alors maintenant, c'est là qu'est introduit l'information qu'ils ont montré ces messieurs. Maintenant, l'observateur externe a le droit de mettre une barrière. Et donc, toutes les fois qu'il voit la particule qui remonte, il va mettre une barrière pour lui empêcher de revenir à l'arrière. Donc, vous voyez que petit à petit, je suis en train d'augmenter mon énergie potentielle avec laquelle je peux faire du travail. Alors, ça, ce n'était pas une expérience idéale, ça s'était mesuré, et ils ont pu montrer qu'en effet, il peut faire un travail et qu'il y a ces relations-là, que les travails, là c'est les travails qui est injecté dans les systèmes, mais vous pouvez la renverser, et donc les travails qui produisaient dans les systèmes, vous faites une connexion entre les travails et l'énergie libre, mais avec une correction qui est liée justement à l'information que je suis en train d'introduire dans mon système. Vous voyez que dans ces cas-là, le calcul de l'information est relativement simple, parce que c'est justement l'information droite-gauche, donc c'est vraiment l'information binaire sur mon système. Alors, en ce qui concerne cette expérience, je m'arrêterai là. Et je vais par contre vous parler un peu plus en détail de la limite de Landauer. Alors, qu'est-ce que c'est la limite de Landauer? Ça, c'est le résultat final que je vais vous montrer. Mais d'accord, alors donc voyons les principes de Landauer. Pourquoi il est lié au démon de Maxwell? Alors, Landauer, il a fait beaucoup de choses aussi sur les bruits électroniques, etc. Mais il était un ingénieur qui travaillait pour IBM dans les années 60 et s'était posé la question de l'énergie minimale qu'il faut pour commuter un bit.
Et donc, on va voir après des raisons assez simples qui expliquent la raison de cette frontière. Et donc, il est sorti avec ces principes que toutes les opérations logiques irréversibles demandent une production d'énergie de moins kBT log 2. Donc, juste pour vous rappeler, c'est là dans l'électronique standard, il y a beaucoup de transformations irréversibles qui sont, par exemple, toutes des opérations booléennes du style AND, NAND, OR et compagnie. Et pourquoi elles sont irréversibles? Parce que la connaissance de la sortie, il ne vous permet pas de connaître l'état d'entrée. Et donc, parmi ces opérations, il y en a une qui est assez intéressante, c'était l'effacement d'un bit. Donc, ou les reset to one, c'est la même chose. La chose que je vais vous montrer, c'est la situation que nous avons utilisée. Et je vais vous montrer que justement, pour effacer un bit, il faut effectivement dépenser, il y aura une production d'entropie Kb log 2, et donc je dois effectivement produire cette énergie pour effacer un bit. Alors, quelques commentaires avant de vous expliquer. Si vous voulez, quelque chose comme les principes de Landau, cette limite, c'est carrément un résultat important parce que vous exorcisez d'une certaine manière les demandes de Maxwell, parce que vous comprenez qu'effectivement, il existe un lien très, très, très étroit entre l'effet d'introduire de l'information dans le système, et que donc ça coûte de l'énergie. Bon, et alors, quand on avait commencé cette expérience, ça c'est une ancienne phrase, mais maintenant il y a plusieurs expériences qui ont vérifié ça. Mais quand on a commencé, effectivement, on avait réalisé que depuis les années 60, 70, quand ces principes étaient formulés, personne n'avait vraiment essayé de mesurer. Donc, alors, la question qu'on s'était posée à l'époque est pouvons-nous mesurer, réaliser les principes de Landau dans nos expériences? Et est-ce que toutes les procédures que je peux appliquer expérimentalement permettent d'arriver aux limites de Landau? Donc, pour faire ça, justement, comme je viens de dire, on a utilisé la proposition de Bennett qu'il avait fait dans les années 82, et que c'est justement l'effacement de la mémoire. Alors, qu'est-ce que c'était la proposition de Bennett? C'était une chose vraiment très intéressante et très, très simple. Donc, l'idée était la suivante. Imaginez d'avoir une particule qui est confinée dans un potentiel à double puits. Donc, d'une façon arbitraire, comme on fait dans toute l'électronique d'ailleurs, on fixe les puits à gauche comme le niveau 0 et les puits à droite comme niveau 1. Alors, au début, du moment qu'on parle d'effacement, les systèmes, ils se trouvent avec une probabilité endémique dans l'état 0 ou dans l'état 1. Donc, l'entropie initiale de votre système est simplement Kb log 2. Alors, l'idée maintenant est vous inventez une procédure. Désolé. Une procédure, je vous illustrerai laquelle, qui vous permet, à la fin de votre procès, de trouver les systèmes toujours dans l'état 1, avec probabilité 1. Donc, l'entropie finale de votre système est carrément 0, et donc le résultat est qu'il y a une différence d'entropie entre l'état initial et l'état final de moins Kb log 2. Bon, et alors, si vous faites ça, évidemment, vous faites un peu d'étirement. Si vous imaginez de faire ces processus d'une façon quasi-stationnaire, la moins T delta S, ça va être égal à la chaleur. Vous êtes d'accord que delta U à l'état initial et à l'état final est 0. Et donc, si j'utilise les premiers principes, j'ai un travail qui doit être égal à la chaleur dissipée de mon système. Et donc, je dois faire effectivement un travail au moins kBt log 2 pour amener mon état initial entre 0 et 1 vers l'état 1.
OK? Et donc, quand on avait commencé ça, il y avait juste quelques simulations numériques qui montraient, mais il n'avait aucune expérience. Donc, alors, la question est comment réaliser ça au niveau expérimental. Alors là, je fais une petite parenthèse expérimentale. Et donc, nous avons utilisé un système de piégeage optique. Donc, que j'ai décrit ici, c'est tout le système expérimental. Je ne vais pas vous raconter tout ça dans les détails, mais je vais juste me concentrer sur ce qui se passe ici, où il y a un objectif de microscope qui focalise ces faisceaux laser. Donc ici, il y a une cellule qui est remplie d'eau, dans notre cas, avec des particules colloïdales transparentes. Et donc, ce qui se passe là à l'intérieur de la cellule, sous le point focal du laser, est que cette situation-là me permet de piéger des particules avec un potentiel qui est en première approximation un potentiel harmonique. Et une chose importante qu'il faut remarquer est que la raideur de ces potentiels, je peux la contrôler en changeant l'intensité du faisceau laser. Donc, si je change l'intensité du faisceau, je peux carrément contrôler la raideur de mon potentiel. Alors, maintenant, je peux faire une chose un peu plus compliquée. Ça, c'est juste des exemples de ce que vous pouvez faire avec, par exemple, plusieurs faisceaux laser. Vous pouvez piéger plusieurs particules, mesurer l'interaction entre eux. Mais la chose qui m'intéresse ici est que, je vais illustrer, vous pouvez faire, par exemple, mettre des faisceaux qui sont très très proches. Par exemple, ici, les rayons de la bille qu'on voit sauter d'un endroit à l'autre, un micron, les rayons. Et donc, je mets la distance des faisceaux à une distance plus petite que la taille de la bille. Alors, vous comprenez, la chose que j'ai dit avant est que, ici, le potentiel est harmonique, et donc la particule est toujours attirée sur les points d'intensité maximale. Alors, la chose que vous imaginez ici, qui est en train de se passer, il y a des points d'équilibre sur lesquels la particule est attirée, mais les fluctuations thermiques, ils me poussent la particule d'un endroit à l'autre, et c'est ça qu'on voit dans les films, c'est-à-dire que la particule saute d'une position d'équilibre à l'autre. Alors, la chose que je peux faire ici, donc je regarde je mesure, par exemple avec une caméra rapide, je mesure la position du barycentre de la particule. Je regarde les probabilités de transition entre les points I et les points J. Et donc, cela est lié à la mesure que la particule est en équilibre, est lié à la différence des potentiels entre les deux positions. Et donc, en faisant ça, je peux reconstruire mon potentiel de piégeage en faisant des mesures très très longues, regardant les probabilités de transition. Donc, voilà, il y a d'autres techniques, mais là, l'avantage est qu'elle est extrêmement précise quand il y a des potentiels compliqués. Je ne rentre pas dans ces détails, mais c'est quand même important. Donc, alors, c'est que ça, c'est les potentiels reconstruits en regardant la trajectoire de la particule et en utilisant ces techniques. Et donc, dans la situation actuelle, dans les films qu'on voit, il y a ces potentiels à double puits produits par les deux faisceaux laser qui sont proches, séparés par une barrière qui fait de l'ordre de dkt. Et donc, la chose qu'on voit ici, qui est un temps de persistance, qui est lié au taux de Kramer, qui lie les temps des sauts avec un temps caractéristique qui vient donné par l'exponentielle de l'auteur de la barrière par rapport à kt. Okay? Donc voilà, ça c'est la situation initiale. Alors maintenant, oui, bon, ça c'est un détail expérimental, je saute sur ça, mais après je serais ravi de répondre à des questions s'il y en a sur ça. Alors maintenant, la chose que j'ai fait, rappelez-vous que j'ai dit que je peux changer la raideur de mon potentiel en changeant l'intensité du faisceau laser. Donc ça, c'est typiquement, on a augmenté l'intensité du faisceau, et donc j'ai une barrière qui est beaucoup plus élevée du film que vous avez vu précédemment.
Alors là, maintenant, c'est la situation. Et maintenant, je dois trouver ma procédure d'effacement. Je reviens à la question là, du principe de Landau. Ouais. Donc, au début, j'ai des états qui sont bien séparés, d'une barrière suffisamment élevée. On verra qu'elle est suffisamment élevée, mais pas à la fin comme vous voudrez, mais ça, c'est le maximum qu'on peut faire expérimentalement. Et donc, la particule, au début, elle peut être dans l'état 0 ou dans l'état 1, comme je disais. Alors, voyons qu'est-ce qu'on fait si je pars de l'état 0 et je vais l'amener dans l'état 1. Alors, la première chose qu'on fait, je change l'intensité du faisceau laser, donc je baisse la barrière, okay? comme ceci. Après, la chose que je fais, je commence à incliner mon potentiel, très doucement, et donc, j'incline mon potentiel, je vous dirai comment on va réaliser ça. Donc, on incline les potentiels et je pousse gentiment la particule vers l'état 1. Et après, à la fin, quand j'arrête de pousser, je relève la barrière, okay, et j'attrape la particule dans l'état 1. Il est clair que si je pars de 0, j'arrive à 1, mais il est clair que si je pars de 1, j'arrive à 1 aussi. Okay? Donc, j'ai réalisé ce qui était l'expérience idéale de Bennett. C'est-à-dire, j'ai amené mon système qui départ de l'état 0 à l'état 1. Okay? Alors, là, c'est juste pour illustrer la procédure et pour vous donner un peu une idée des temps. Donc, ça, c'est l'intensité du faisceau laser, donc, qui est baissée dans un temps relativement court. Et donc, après, il est gardé constante jusqu'à un certain niveau. Et pendant ces temps-là, nous pouvons mettre une force externe qui pousse la particule vers l'état 1, comme je vous ai montré. Ces forces externes, j'aurais pu les réaliser de différentes façons, mais ça, on a une façon assez précise de les faire, parce qu'on peut mettre, justement, dans la mesure que le faisceau, la particule est bloquée, je peux déplacer la cellule, donc, avec un système de positionnement très précis, et donc imposer une vitesse constante, et donc une force visqueuse qui agit sur la particule, que je connais très bien parce que grâce à la formule de Stokes, et donc j'ai une force contrôlée, juste en changeant la vitesse de déplacement de ma cellule, j'ai pu appliquer ces forces visqueuses. Donc j'applique une rampe de force pour un temps tôt, et j'arrête. Et quand j'arrête de pousser, je remonte la barrière et j'attrape la particule comme je vous ai montré. Donc, alors, dans mon système de mesure, j'ai des paramètres de contrôle. Un, c'est les temps dans lesquels je fais la mesure, et l'autre, c'est la force maximale que j'applique à mon système. Donc, on va voir que ça, c'est très important pour réaliser l'expérience. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois estimer l'énergie, le travail qu'il me faut pour apporter la particule dans l'état 1. OK, donc ça c'est un exemple typique d'une procédure. Vous partez par exemple, ça c'est la position de la particule, vous partez dans l'état de gauche, et donc vous pouvez voir que grâce à la force qui pousse, la particule elle est poussée dans l'état 1. Ici, elle reste là pour le reste Mais bon, après, vous partez dans l'état 1, mais il est intéressant de voir que malgré que vous puissiez dans l'état 1, à cause des fluctuations thermiques, il y a quand même des éléments extrêmes qui vous poussent dans la direction opposée, bien qu'à la fin, vous vous retrouvez dans le bon système. Donc, vous avez ce type de trajectoire, et donc vous répétez l'expérience plusieurs fois pour avoir une valeur moyenne du travail que vous allez faire. Alors, maintenant, il y a une chose aussi très importante, que justement, il rentre dans la question de la thermodynamique stochastique. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Manifestement, le fait que j'ai des quantités fluctuantes, aussi les autres quantités, style travail, chaleur, etc., sont des quantités fortement fluctuantes. Alors, la dynamique du système est décrite par une équation de Langevin, donc, dans laquelle U0 est le potentiel des piégeages à double puits, que j'échange, donc c'est une fonction du temps, et la force externe qui pousse la particule, plus un bruit.
Alors, vous voyez qu'il y a, je peux suivre Sekimoto et donc faire une chose très simple ici, multiplier la pression dans les deux côtés par x points, donc pour la vitesse, et donc intégrer pour un temps taux, c'est-à-dire le temps des processus, de mon processus. Et donc, je peux mettre en évidence plusieurs termes. Donc, il y a un terme qui vient juste sur la différence des potentiels entre l'état initial et l'état au temps taux. Le travail effectué par la force externe, plus une chaleur qui contient évidemment les termes visqueux, mais il contient aussi le travail fait par les bandes thermiques. Mais la chose intéressante à noter, c'est que cette quantité pour tous les temps taux satisfont les premiers principes, pas uniquement pour les valeurs moyennes, mais aussi pour les fluctuations. Alors, comme je viens de vous dire, effectivement, celles-là sont des quantités fluctuantes à cause du fait, comme je vais vous montrer dans les trajectoires, que la position de la particule est très, très fluctuante. Alors, maintenant, arrivons au point important, c'est-à-dire, je peux mesurer justement le travail de 0 à 1 ou 0 à 1, 0 à 1, 0. Ça c'est juste pour augmenter la statistique. Mais donc, je peux raisonner de la façon suivante. Si je regarde ces transparents, donc j'ai effectivement le terme delta U et les termes, les travails. Alors, delta U, dans mon cas, la différence des potentiels initial et final de la particule est 0. Donc, c'est le terme-là, parce que je baisse les potentiels et après je les remonte. Donc, je n'ai pas besoin de calculer ces termes-là. Les seuls termes que j'ai besoin de calculer est la force appliquée, mais comme je vous ai dit, je la connais bien, et donc c'est la force max de mesure que c'est une lampe linéaire multipliée par T sur tau, que c'est la durée du processus. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, là, c'est une quantité fluctuante, et vous pouvez regarder la distribution des probabilités que vous avez quand vous répétez la mesure plusieurs fois. Et donc, cette distribution des probabilités, elle est quand même assez intéressante parce que vous voyez qu'il y a une valeur moyenne qui évidemment est positive, mais il y a aussi beaucoup de fluctuations négatives qui viennent par exemple exactement de ces types d'événements que je vous ai montrés dans lesquels la particule se déplace contre la force des poussées. Et alors, c'est intéressant de noter que c'est que d'événements négatifs, et négatif est très très importante pour baisser la valeur de la moyenne et donc vous rapprocher à la limite de Landauer. Alors, maintenant, comme je vous dis, j'ai des paramètres de contrôle et je peux voir comme ces paramètres, ces forces moyennes changent en fonction des paramètres de contrôle que j'applique. Alors, avant de faire ça, il est très très important de définir... j'y vais venir après. Alors là effectivement, c'est un peu les points importants que je voulais vous illustrer. Donc, je vous ai dit que la chaleur et le travail ont la même valeur. Et donc, la chose que je peux faire, je peux calculer la valeur moyenne du travail en fonction du temps du processus. Et donc, plus le temps est long, moins plus le travail est petit. Et donc, vous pouvez voir que sous des temps très très longs, les points ils se rapprochent beaucoup à la limite de Landauer. Mais justement, bon, maintenant la question est pourquoi il y a des points qui sont plus petits de la limite de Landauer. Alors, pour comprendre ça, il est très très important de définir les taux de succès. Alors, qu'est-ce que c'est les taux de succès? Le système, c'est un système aléatoire, et donc le problème est que quelquefois, je trouve la particule dans la mauvaise position, c'est-à-dire que je voulais la piloter à 1 et je la trouve par exemple à 0. Et alors, vous découvrez que ces taux de succès qui définit justement le nombre des cycles positifs dans lesquels vous avez trouvé la particule dans le bon endroit, sous tous les nombres de cycles que vous avez faits.
Donc, c'est une fonction de la force maximale. Et ça, c'est normal, parce que plus vous poussez, plus la probabilité de trouver la particule dans le bon endroit est élevée. Et donc, les taux de succès, c'est une fonction croissante de la force maximale, et qui, pour des forces assez grandes, elle s'assure un niveau de 95%. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à 100%, je vais vous expliquer après. Mais donc, alors, la chose qui est intéressante est la suivante. Voilà. Pourquoi? Parce que la limite de Landau en réalité est une fonction du taux de succès. De cette manière. Et en effet, c'est assez clair parce que si vous avez un taux de succès de 50%, donc très faible, vous n'avez introduit aucune information dans votre système parce que vous avez un état indéterminé de 50% au début et vous trouvez à la fin que vous avez encore 50%. Et donc, dans ces cas-là, vous n'avez introduit aucune information dans le système, et donc, vous pouvez que cette expression-là vous donne 0. Et ça, c'est la raison pour laquelle, si vous n'utilisez pas une force de poussée assez grande, le taux de succès, comme je viens de vous montrer, est trop faible, et donc, vous trouvez une valeur expérimentale qui est plus petite que la limite de Landauer. Mais dans la mesure que vous introduisez plus en plus d'informations plus précises, vous voyez que tous les points sont au-delà de la limite de Landauer. Alors, maintenant, il y a la question de cette ligne-là. Alors, celle-là, il y a aussi une chose est très intéressante. Parce que, donc, comme je peux expliquer ce type de décroissance, alors, la façon comme nous l'expliquons est la suivante. Donc, il faut aussi utiliser un résultat de Sekimoto qui s'était posé une question tout à fait simple, c'est-à-dire, nous savons de la thermo que pour mesurer l'énergie libre, je dois faire une transformation quasi-stationnaire d'un état A à un état B. Et donc, la question que se sont posées Sekimoto et Sasa, c'était de dire, bon, si je fais cette transformation-là dans un temps fini, quelle est la correction que je vais avoir sur la mesure de mon énergie libre? Et alors, ils sont arrivés sur ce résultat-là qui est assez général. Donc, ils trouvent que la première correction, c'est 1 sur taux. Bon, évidemment, pour des temps suffisamment longs par rapport au temps de relaxation de votre système. Et CB-là doit dépendre évidemment du système. Ça, ce n'est pas une quantité. Et alors, si vous regardez dans notre cas, effectivement, nous avons que delta U, la différence d'énergie potentielle entre l'état initial et l'état final, est 0. Delta F, c'est rien d'autre que moins T delta S. Et donc, on a dit que la chaleur et le travail sont les mêmes. Et donc, je dois avoir une correction à kt log 2 du style Beto. Et ça, effectivement, c'est une décroissance à 1 sur taux sous les points expérimentaux. Donc, voilà. Donc, la limite de Landauer, vous y arrivez, en gros, comme 1 sur taux pour des processus donc, très, très lents qui vous poussent la particule vers l'état 1. Alors, maintenant, les taux de succès. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi le taux de succès n'est pas 1 dans l'expérience? Alors, ici, il y a plusieurs possibilités. Une, ça vient du fait que ma barrière, elle est très, très élevée, de l'ordre de 10 kT, mais elle n'est pas infinie. Donc, l'état initial et l'état final ne sont pas vraiment très, très bien séparés. Okay? Donc, quand vous répétez l'expérience beaucoup de fois, effectivement, vous pouvez avoir des événements, des fluctuations extrêmes qui vous ramènent le système du mauvais côté. Et par contre, il y a aussi un autre problème, que expérimentalement, nous, on regarde les mouvements dans une seule direction, mais le système est quand même un système à 3 dimensions, et donc on peut imaginer des chemins un peu tordus qui vous amènent la particule dans la mauvaise direction. Alors, pour répondre à ces questions-là, bon, ça c'est la procédure, on a fait un test numérique. Numériquement, c'est assez simple. On a répété numériquement dans l'équation de Langevin la même procédure expérimentale, mais maintenant,
là c'est assez facile. Vous pouvez changer la hauteur de la barrière à 8 kT ou 15 kT. Okay? Et donc là, vous trouvez un résultat qui est assez joli, parce que si vous fixez la hauteur de la barrière à 15 kT, on voit très bien que les taux de succès ils se rapprochent fortement de 1, tandis que si la barrière est limitée, comme dans les cas expérimentaux, vous retrouvez bien les résultats expérimentaux de l'ordre de 95% du taux de succès. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Donc, je vais vous donner des conclusions partielles pour l'instant. Les derniers points que je vais aborder concernant l'égalité de Janskinski. Juste pour résumer ce que je viens de vous montrer jusqu'à maintenant, c'est que les résultats expérimentaux indiquent que dans un processus d'effacement de la mémoire, qu'effectivement, il existe une limite, que c'est la limite de Landauer, donc qu'il vous faut effectivement dépenser kBt log 2 d'énergie pour effacer un bit. L'autre chose que nous montrons est que l'énergie, vous avez un comportement asymptotique à 1 sur tau, et que l'effet que les taux de succès dans l'expérience est inférieur à 1, ça vient du fait de la hauteur finie de la barrière. Je tiens à souligner aussi le fait que les fluctuations thermiques jouent dans ces processus un rôle très très important, parce que d'ailleurs, ils vous aident d'une certaine manière au dépassement de la barrière, et donc ils vous permettent de réduire l'énergie globale qu'il vous faut pour arriver à ces résultats. Alors, le dernier point que je vais aborder, c'est la connexion entre tout ça et l'égalité de Janskinski, qui était abordée en cours, je pense, non, dans les fois précédentes. Alors, la question est, est-ce qu'on peut trouver ces résultats-là importants de l'égalité de Janskinski? Alors, je vous rappelle, Janskinski en 1997, il est sorti avec ces résultats, qui est d'une certaine façon très surprenant, parce que donc, il vous dit la chose suivante, que quand vous faites un travail, vous voulez mesurer l'énergie libre d'un état A à un état B, delta F, les sauts d'énergie libre, vous pouvez faire une transformation rapide comme vous voulez, mais il faut justement faire la moyenne de l'exponentielle de ces travaux pour trouver l'énergie libre. Donc ça, c'est la première fois qu'on les voit, on est quand même un peu surpris, parce qu'effectivement, quand on étudie la thermodynamique, on sait que pour faire ça, il faut faire des transformations très très lentes de mon système. Alors là, de façon générale, la définition utilisée par Janskinski du travail est cette définition-là. Donc lambda, c'est les paramètres de votre hamiltonien que vous changez. Et donc, dans notre cas, vous pouvez voir que lambda, c'est une force, n'est pas exactement la même définition de travail qu'on utilise d'habitude. Mais bon, dans notre cas, effectivement, il y a, par une intégration par partie, vous voyez qu'il y a juste un changement des signes par rapport au travail qu'on avait utilisé précédemment, juste parce que bon, les conditions au bord sont 0 au début et à la fin. Alors, là, il y a quand même un problème, parce que vous trouvez que dans notre cas, vous avez un problème, parce que l'hamiltonien du système, au début et à la fin, est la même. Et donc, vous comprenez immédiatement que les résultats de l'énergie du calcul de Janskinski, il est quand même étrange, parce qu'il va vous donner delta F égale 0, qui est un peu en contraste avec la chose que je disais avant. Mais donc, d'où ça vient les problèmes? Ça vient du fait que l'auteur de la barrière que j'utilise est justement une barrière finie. Et donc, en réalité, l'état final que je suis en train d'utiliser, ou dans lequel je force mon système, n'est pas la distribution d'équilibre. Parce que la distribution d'équilibre, ça serait justement de trouver 50% à droite ou 50% à gauche.
Et donc, en réalité, Vaikuthanathan et Jaskinsky, ils ont proposé en 2009 une variation de cette égalité qui tient compte du fait que la distribution finale n'est pas forcément la distribution d'équilibre au tantôt, que c'est exactement notre cas. Parce que, donc, alors, il y a un terme correctif qui vient du fait que vous avez un rapport de probabilité entre la distribution d'équilibre et la distribution effective que vous avez au tantôt. Donc, voyons d'appliquer cette relation-là à la mesure. Alors, considérons par exemple l'expérience des 0,1 qui va en 0. Alors, en gros, vous comprenez immédiatement que la distribution finale, en gros, c'est le taux de succès. Et qui est de l'ordre de 1, d'accord, je suis assez proche. Donc, la distribution d'équilibre, en réalité, ça serait 1,5. Delta F, pour les raisons que je viens d'évoquer, est 0. Et donc, vous attendez que la moyenne exponentielle de ça, ça doit être égal à 1,5 sur R. Et donc, en utilisant l'égalité de Jensen, vous devez trouver que le travail pour aller en 0 doit être plus grand que log 2 log R. Okay? Et donc, maintenant, vous combinez la situation de la particule, vous avez des morceaux, c'est-à-dire quand vous allez en 0, vous devez mesurer des processus indépendants. La partie qui part de 1 et va à 0, et la partie quand la particule démarre dans l'état final. Et alors, les résultats que vous souhaiterez trouver dans les mesures est qu'indépendamment du temps dans lequel vous faites la mesure, la somme des deux quantités, ça doit être égal à 1. Alors, je vous montre, les mesures sont assez bruyantes parce qu'on n'a pas assez de statistiques, mais c'est quand même intéressant de voir que les systèmes de mesure respectent parfaitement cette situation. Là, c'est la mesure, donc je reviens ici. Voilà, ça c'est la mesure de ces deux quantités. Donc, ça c'est la mesure 0 qui va en 0 et 1 qui va en 0. Ça, c'est les rouges, donc. Vous pouvez voir que les deux quantités se comportent de cette manière en fonction du temps dans lequel je fais l'expérience, mais la somme entre les deux, elle est toujours proche de 1. Et donc, quand je fais ça, c'est indépendamment du temps que j'emploie pour faire ma mesure, je trouve que tous les points, ils vont s'aligner, bon, avec beaucoup d'erreurs, hein, parce que comme je vous ai dit, la statistique n'est pas gigantesque, mais ils vont s'aligner, indépendamment du temps dans lequel vous avez fait la mesure, ils vont se mettre autour de l'égalité de la frontière imposée par la limite de Landauer. Alors, cela c'est très intéressant maintenant, parce qu'il vous donne une connexion très très forte entre information et thermodynamique. Alors, pourquoi? Alors, la connexion entre l'état 0 et la transformation 0,1. OK, donc, supposons que l'état final est celui que vous attendez. Donc, je viens déjà de faire les calculs. Le travail doit être plus grand que log 2 plus log R. Mais par contre, maintenant, supposons que je trouve la particule dans la mauvaise position. Donc, dans ces cas-là, la probabilité est 1 sur R, la distribution d'équilibre. La distribution d'équilibre est toujours 1,5. Et alors, vous trouvez qu'encore une fois, en utilisant l'égalité de Jensen, vous trouvez que le travail pour aller dans la particule 1, ça doit être log 2 plus log de 1 moins R. Et donc, si vous vous additionnez les deux quantités des processus global, c'est-à-dire quand vous avez la particule dans la bonne et dans la mauvaise position, vous additionnez les deux et vous récupérez exactement l'équation, la limite de Landauer généralisée qui est liée au taux de succès. Donc, c'est là, cette remarque est très, très importante parce que vous êtes en train vraiment de faire une connexion profonde entre une quantité thermodynamique qui était l'égalité de Janskinski et l'information.
Donc, voilà, ça c'est les limites de Landauer généralisées. Et donc, on peut ajouter dans les conclusions que la égalité de Janskinski généralisée permet de calculer la limite de Landauer indépendamment du temps dans lequel vous faites votre transformation. Il y avait une autre question sur laquelle je ne vais pas rentrer, c'est un peu un point délicat, mais la question est assez délicate. Est-ce que toutes les procédures expérimentales vous permettent d'arriver à la limite de Landauer? Bon, là, il y aurait beaucoup de choses à discuter. Effectivement, la réponse de toute façon est non. Et il y a vraiment des processus très, très importants. Par exemple, on comprend immédiatement une situation très simple, que si vous ne baissez pas la barrière et vous inclinez juste les potentiels, vous n'arriverez jamais à la limite de Landauer. Donc, la réduction de la barrière, c'est un ingrédient très, très important sous les procédures. Et donc là, ça me fait plaisir de mentionner cet article théorique qui est assez joli parce qu'il s'était inspiré à nos mesures, dans lesquelles, justement, il calcule avec un système d'optimisation la procédure optimale pour avoir l'énergie minimale qu'il vous faut pour commuter un bit sous un temps donné. Et donc, effectivement, ils arrivent à une conclusion assez similaire à celle sur laquelle nous sommes arrivés expérimentalement. Bon, je pense que je peux m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.